Février 1959, une tente lacérée de l'intérieur, 9 cadavres éparpillés dans la neige, des langues arrachées, des côtes brisées comme par un accident de voiture, de la radioactivité sur les vêtements, et une enquête soviétique classée secrète concluant à une mort causée par une force inconnue et irrésistible. Pendant plus de 60 ans, l'affaire du col Dyatlov est restée l'un des mystères les plus terrifiants de l'histoire moderne. Mais aujourd'hui, la science a peut-être enfin percé le secret de cette nuit maudite dans l'Oural. Janvier 1959, 10 étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural se lancent dans une expédition extrême à travers les montagnes glacées du nord de l'Oural. Leur objectif ? Atteindre le mont Otorten, un parcours classé catégorie 3, le plus difficile. Ils sont tous expérimentés. Menés par Igor Dyatlov, 23 ans, étudiant en ingénierie radio. Mais, le 28 janvier, l'un d'eux, Yuri Yudin, abandonne à cause de douleurs articulaires. Cette décision lui sauvera la vie. Il sera le seul survivant. Les 9 autres continuent. Le 1er février, ils entament la traversée du col. Mais le blizzard s'abat sur eux. Les vents sont si violents que leur journal décrit le bruit comme le décollage d'un avion. Désorientés, ils dévient de leur route et se retrouvent sur les pentes du Kolat-Siakol, un nom Munsi qui signifie montagne morte. Plutôt que de redescendre vers la forêt protectrice située 1500 mètres plus bas, ils prennent une décision fatale. Installer leur camp directement sur la pente exposée. La dernière photo les montre en train de déblayer la neige pour monter leur tente. Ce sera leur dernier geste. Le groupe devait donner des nouvelles le 12 février. Rien, le silence. Ce n'est que le 20 février, sous la pression des familles, que les secours partent à leur recherche. Le 26 février, ils découvrent la tente. Et là, c'est l'incompréhension totale. La tente est lacérée de l'intérieur. Tous les vêtements chauds, toutes les chaussures sont restées à l'intérieur. Des traces de pas mènent vers la forêt en contrebas. Des traces laissées par des gens pieds nus, en chaussettes, dans un froid de moins 25 degrés. À la lisière de la forêt, sous un grand cèdre, les sauveteurs trouvent un petit feu éteint et 2 corps, Yuri Droshenko et Yuri Krivinoshenko. Ils sont en sous-vêtements, pieds nus. Les branches du cèdre sont cassées jusqu'à 5 mètres de hauteur, comme si quelqu'un avait tenté désespérément d'y grimper. Entre le cèdre et le camp, 3 autres corps sont découverts, Igor Dyatlov, Zinaïda Kolmogorova et Rustem Slobodin. Leur position suggère qu'ils tentaient de retourner à la tente. L'autopsie révèle qu'ils sont tous morts d'hypothermie. Mais où sont les 4 autres ? Il faudra attendre mai, la fonte des neiges, pour les retrouver. Sous 4 mètres de neige, dans un ravin à 75 mètres du cèdre. Et c'est là que l'affaire bascule dans l'horreur pure. Ces 4 corps présentent des blessures qui vont défier toute logique. Nikolai Thibault-Brignol a le crâne fracturé. Lyudmila Dubinina et Semyon Zolotaryov ont de multiples côtes brisées. Le médecin légiste, Boris Vrosdogen-Deny, compare la force nécessaire à infliger ces blessures à celle d'un accident de voiture, à grande vitesse. Mais voilà le plus troublant. Aucune blessure externe, pas de contusion, pas de lacération, comme si leur corps avait été broyé de l'intérieur. Et ce n'est pas tout. Lyudmila Dubinina n'a plus de langue, plus d'yeux. Une partie de ses lèvres a disparu. Les autres ont perdu leurs globes oculaires. Et, cerise sur le gâteau macabre, les vêtements de plusieurs victimes sont radioactifs. Face à l'indexplicable, l'enquête est close en mai 1959. La conclusion officielle, les randonneurs sont morts à cause d'une force spontanée et irrésistible qu'ils n'étaient pas en mesure de surmonter. Les dossiers sont classés secrets. Pendant des décennies, cette affaire va alimenter toutes les théories imaginables. Attaques de prisonniers évadés, tests d'armes secrètes soviétiques, rencontres avec des ovnis, le Yeti. Un autre groupe de randonneurs rapporte avoir vu d'étranges sphères oranges dans le ciel cette nuit-là. La radioactivité, le secret d'État, tout semble pointer vers une expérience militaire qui aurait mal tourné. Mais en 2021, 2 scientifiques suisses, Johann Gaume de l'EPFL et Alexander Pützirin de l'ETH Zurich, publient une étude qui va tout changer. Ils proposent une explication que tout le monde avait écartée. Une avalanche. Mais pas n'importe quelle avalanche. Une avalanche de plaques retardées. Voici leur scénario. En creusant dans la pente pour aplanir le sol et installer leur tente, les randonneurs ont fragilisé le manteau neigeux, créant une ligne de rupture. Cette nuit-là, des vents catabatiques violents, ces vents froids qui dévalent les montagnes, ont transporté d'énormes quantités de neige depuis le sommet et les ont accumulées juste au-dessus de la tente. Progressivement, la charge a augmenté. Selon leurs calculs, il a fallu entre 7 et 13 heures pour atteindre le point de rupture. Soudain, au milieu de la nuit, un bloc de neige compact de 5 mètres de long, lourd comme un SUV, s'est détaché et a percuté la tente. Les randonneurs dormaient sur leurs skis posés au sol. Une surface rigide. L'impact du bloc sur des corps allongés sur une base dure a provoqué les fractures massives observées, sans laisser de blessures externes importantes. Paniqués, blessés, ils ont lacéré la tente de l'intérieur pour s'échapper au plus vite, croyant peut-être à une seconde coulée imminente. Ils ont fui dans le blizzard, sans prendre le temps de s'habiller correctement, pensant probablement revenir rapidement une fois le danger passé. Mais dans la tempête, ils ont perdu de vue leur camp. Ils se sont réfugiés dans la forêt, ont allumé la feu. Les 2 premiers sont morts d'hypothermie près du cèdre. Les autres ont récupéré leurs vêtements sur les corps de leurs amis. 3 ont tenté de remonter vers la tente, mais ont succombé au froid en chemin. Les 4 derniers ont cherché à creuser un abri dans le ravin. C'est là qu'une seconde petite coulée les a ensevelis, provoquant leurs blessures mortelles. Cette avalanche était petite. Elle a laissé peu de traces.
Les vents violents ont rapidement recouvert tout indice. Quand les secours sont arrivés 3 semaines plus tard, il ne restait rien à voir. Les expéditions récentes ont confirmé que des avalanches de plaques se produisent dans cette région et que leurs traces peuvent disparaître en quelques heures dans un blizzard. Et la radioactivité. L'un des randonneurs, Yuri Krivonichenko, avait travaillé sur le site nucléaire de Mayak après le désastre de Kishtim, en 1957. Ses vêtements étaient probablement contaminés et la contamination s'est transférée par contact. Les lanternes de camping de l'époque contenaient aussi du thorium radioactif. Quant aux mutilations, les experts pensent qu'elles sont post-mortem, causées par des charognards et la décomposition dans le ruisseau glacé où les corps ont passé des mois. En 2020, le parquet russe a officiellement conclu à une avalanche. Mais les familles des victimes et la fondation Dyatlov rejettent cette explication. Elles continuent de croire à une cause militaire et à une dissimulation d'État. Alors, mystère résolu ou secret éternel? La science nous offre aujourd'hui un cadre rationnel et cohérent. L'avalanche de plaques explique la fuite, les blessures, l'absence de traces. Elle transforme cette histoire d'horreur en un drame tragique, où l'expertise même de ces randonneurs les a peut-être condamnés en les poussant à fuir face à un danger rare, mais réel. Mais des ondes d'ombre persistent, les sphères oranges, les incohérences dans le dossier de 1959, le secret qui a entouré l'affaire pendant des décennies. L'affaire du col Dyatlov ne sera probablement jamais totalement close dans tous les esprits. Elle reste un rappel puissant de la force impitoyable de la nature, et un exemple fascinant de la manière dont la science peut éclairer même les mystères les plus sombres, sans pour autant effacer toutes les questions. 66 ans plus tard, 9 âmes continuent de hanter la montagne morte.